Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de mes deux passions, que sont les catastrophes et l'entraide. Et aujourd'hui, j'essaye de les articuler avec un projet qui s'appelle le Réseau des Tempêtes. Mais aujourd'hui, et je voulais vous parler de la paix, c'est un sujet qui n'est pas du tout ma spécialité, mais je voulais tisser avec ce qui m'appartient, avec mes passions, voir si j'arrive un petit peu à démêler ce sujet. Donc on est là sur une exploration, on va prendre 25 minutes. Je vais essayer de rester dans les temps. Où est le timer? Je ne l'ai pas vu. Moi, je suis plutôt lanceur d'alerte et en même temps artisan de concepts. Moi, j'adore fabriquer des mots et des concepts pour essayer de se repérer dans ce maelstrom aujourd'hui qui est notre société, notre monde. D'où je parle, j'étais scientifique et je suis devenu plutôt animateur en éducation populaire, c'est-à-dire que j'ai à cœur d'aller amener les concepts que je développe auprès du grand public. Et ma croyance, c'est ça que je voulais dire, c'est que plus on sera nombreux à comprendre et à savoir les catastrophes et les mécanismes de l'entraide, plus on sera nombreux à participer à une intelligence collective. Je ne suis pas là pour vous donner des solutions, je suis là pour vous amener quelques concepts pour que nous trouvions ensemble des solutions. Alors en fait, je voulais aborder la paix par la question de la violence et de la guerre. Et pour moi, la violence, bien sûr, dans toutes les sociétés, il y a cet axe de morale qui fait que les sociétés considèrent ce qui est violent comme mal et le prendre soin comme bien. Moi, je ne vais pas l'aborder par la morale, mais juste par la violence comme une coupure, comme une absence de sensibilité et une absence d'empathie. Donc, ça nous amène directement au trauma, le traumatisme. Le traumatisme, c'est quand notre corps, il est coupé de ses ressentis. Moi, pendant longtemps, je continue à être dissocié, j'ai été traumatisé, polytraumatisé et dissocié. D'abord en tant qu'homme, puis scientifique, aucune éducation aux émotions. On ne m'a jamais raconté ce que c'était une émotion, ni à la maison, ni à l'école. Et aussi comme polytraumatisé d'un accident à 14 ans, j'ai été écrasé par un bus, un accident de circulation, et donc j'ai coupé avec mon corps souffrant. Et j'ai grandi dans la tête, loin de ce corps, sans savoir si j'étais triste, en colère, je ne sais pas, fatigué, je ne sais pas. Et j'ai réussi, entre guillemets, à devenir ingénieur, parce que c'est trop facile, il suffit d'avoir un cerveau, et pas de cœur, pas de corps, ça marche aussi dans notre société. Jusqu'au jour où je me rends compte que, en fait, c'était quand même important la connexion au cœur et au corps, et je fais tout un chemin, justement, depuis 10-15 ans, de reconnexion. Et avec un ami, Nathan Obadia, qui est prof d'arts martiaux et thérapeute en trauma, on a exploré les traumas et les peurs, et je vais juste vous poser un langage commun aujourd'hui, qui est celui du suricate. C'est un livre qu'on a fait avec Nathan l'année dernière. Le suricate, c'est des petits animaux d'Afrique du Sud qui postent des sentinelles et qui vivent en groupe, en clan. Et en fait, ils sont à l'affût du moindre danger, les sentinelles. Ils préviennent le clan dès qu'il y a un danger. Et les sentinelles aboient. Et le clan peut réagir. C'est une réaction à la peur. Quand il y a une alerte, le suricate déclenche une alerte. C'est-à-dire, quand il y a une alerte, le suricate déclenche la peur, c'est-à-dire l'adrénaline. La peur, c'est une énergie géniale. C'est une énergie de vie. C'est un message où votre corps vous dit « survis, sauve-toi, change le monde ou change-toi toi-même, mais sinon tu vas mourir. Si tu ne bouges pas, tu meurs. » Et en fait, on a tous en nous un suricate à l'intérieur de nous, c'est une métaphore, le suricate. C'est notre système nerveux de détection des dangers. On appelle ça la neuroception. Et en fait, notre corps, en permanence, ce n'est pas la raison, c'est le corps, une intelligence corporelle, il détecte en permanence, il scanne les dangers qui viennent de l'extérieur ou des autres, ou de l'intérieur, les pensées ou les douleurs. Et avant même qu'on ait compris, avec le cortex préfrontal, notre corps, il sait qu'il y a un danger. Il balance le suricate intérieur, il balance l'adrénaline, et il nous donne de l'énergie pour y aller, pour bouger. C'est magnifique la peur. C'est notre petit suricate tout mignon qui veut qu'on survive, c'est tout.
Alors comment ça marche? Le suricate, il est un peu primitif. On partage ça avec beaucoup d'animaux. Il ne parle pas le langage. Et ça serait trop facile. On ne peut pas dire à notre suricate, s'il te plaît, arrête d'avoir peur. J'en ai marre d'avoir les mains moites et d'avoir peur pour l'examen de la semaine prochaine. Pas du tout. Il faut l'apprivoiser avec le corps. Bien respirer, bien dormir, bien manger. Et surtout, le grand kiff du suricate, ce sont les liens. Les liens sécures. Les liens qui libèrent, comme dirait la maison d'édition. Et pas les liens qui sidèrent, parce qu'il y a des liens insécures. Mais on y reviendra peut-être après. Donc, une fois qu'on a des bons liens, et du sens, et de la joie, le suricate, il est dans le vert. Il adore ça. Donc, il n'actionne pas les leviers de l'adrénaline. D'accord ? Il est dans le vert. Si à un moment, ses besoins ne sont pas satisfaits, et lui, il est le gardien des liens avec nous-mêmes, des liens avec les autres, des liens avec le monde. Et s'il y a un lien qui ne va pas, genre, il y a une odeur de cramé là, avant même qu'on ait compris, nous, on a déjà de l'adrénaline dans le sang. On sait qu'il y a un problème. Il balance l'adrénaline, et c'est parti, il faut bouger. Et derrière, le cortex, il rame, mais bon, c'est pas grave. Donc, il passe dans le rouge. Le monde du rouge, pour le suricate, il sort du vert, il va dans le rouge, c'est le monde de l'action. Problème, solution, il faut résoudre les problèmes. C'est café, clope, stress, échéance. C'est le monde de l'action. Même l'action collective, les activistes, les militants, tout ça, les ingénieurs, tous ces gens qui pensent aux problèmes et aux solutions. Dès que quelqu'un vous dit solution, c'est qu'il est dans le rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut bouger. On est tous dans le rouge. Donc, ce qui est important pour le suricate, c'est quand on rentre dans le rouge, il faut revenir au vert, sinon on s'épuise. Et on burn out, et on reste coincé dans le rouge. Là où c'est important, c'est là où je vais en venir, c'est un langage commun, donc je prends un peu de temps pour poser ça, c'est que si le danger est trop grand, eh ben on reste dans le rouge, et on passe le seuil du bleu. Arrivé dans le monde du bleu, le suricate, en fait, il a dit non mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, c'est trop grand, manette à fond, et le monde du bleu, c'est le monde du freeze, de la congélation, de la dissociation, de l'anesthésie. C'est comme la souris qui est poursuivie par le chat, elle est dans le rouge, elle court, elle est pleine de peur, tac, le chat l'attrape. Dissociation. Elle passe dans le bleu, son corps, c'est automatique. Merci le suricate, parce que le bleu nous permet de nous anesthésier, pour traverser l'insupportable, momentanément, pour supporter l'insupportable. Donc on s'anesthésie, si on est mangé, ben voilà, ça fait moins mal. Et si le chat se barre, la souris, elle peut se remettre à vivre. Donc elle est dans le bleu, comme ça. Et si vous voyez, il y a des vidéos sur YouTube, des animaux qui se remettent, qui vont revenir dans le vert. Et pour ça, il faut traverser tout le monde du rouge et revenir dans le vert. Le monde du rouge, c'est toute l'énergie qu'on avait accumulée pour bouger. En fait, on a tiré le frein à main, c'est le bleu, dans un moteur à fond. Et c'est ça. Et donc, quand on enlève le frein à main, on pleure, on crie, on tremble. Il y a beaucoup de tremblements qui nous permettent de revenir au bleu, au plancher des vaches, c'est le vert, c'est-à-dire l'absence de peur. Le lien, la joie, le sens. C'est ça l'absence de peur. Lien, joie, sens. Le problème, c'est pas d'aller dans le bleu, c'est génial le bleu. Tout le monde a ça, et c'est un magnifique mécanisme. Le problème, c'est que si on reste dans le bleu quelques heures, 6 heures, 8 heures, quelques heures, eh ben on traumatise, on encapsule. Et c'est ça le trauma. Le trauma, c'est pas l'aller dans le bleu, c'est de rester dans le bleu. Et notre culture, elle empêche de décharger. On empêche, souvent on s'empêche de ressentir les émotions, d'exprimer les émotions, les tremblements, les rires, les pleurs, les cris, etc. Et de le faire ensemble, on se cache avec nos émotions. Et notre culture favorise le trauma généralisé. Et beaucoup de gens sont dans le bleu. Comme moi, j'ai passé toute ma vie dans le bleu. La plupart des ingénieurs, d'ailleurs, je peux me permettre de critiquer les ingénieurs, mais il n'y a pas que, parce que j'étais ingénieur. Mais c'est l'école de la dissociation. Oubliez votre corps. Donc le trauma, voilà, juste je pose les couleurs et le trauma. En fait, notre suricate, il est juste gardien des besoins. Et il a les manettes. Si on pose un cadre de sécurité et qu'il se sent bien, notre suricate, juste spontanément, ça va sortir. La joie, le sens, le lien, on est fait pour ça, nous les humains, depuis la nuit des temps. Et c'est quoi lien, sens et joie? C'est la communauté. C'est juste ça
qui fait de nous des humains et qui fait qu'on a traversé depuis la nuit des temps l'adversité. C'est la communauté. Tout le reste, on s'en fout. C'est ça le plus important dans la vie, c'est que nos suricates soient profondément dans le vert, et c'est comme ça qu'on le trouve. Le sentiment de communauté, le lien dense et fort, qu'on a perdu aujourd'hui dans nos grandes sociétés, avec du lien froid et de la violence, dont je vais parler tout de suite. Donc cette membrane d'appartenance, le fait de se sentir dans l'entre-soi, de le nous, c'est ça qui fait du bien aux suricates. Ça s'appelle la co-régulation. Quand il y a des gens autour de vous qui n'ont pas peur, et on se sent bien, on n'a pas peur. Notre suricate, il est dans le vert. S'il y a des gens autour de nous qui ont peur, tout de suite, nos corps ont peur. C'est automatique. On se co-régule. Donc l'important, c'est le cadre. Quel cadre on donne à nos suricates pour qu'ils soient spontanément prosociaux. La paix, ça arrive si on pose un cadre. Ça arrive tout seul. Donc la violence, c'est quoi ? La violence, si on prend ce cadre de lecture, c'est une force, mais disproportionnée. Pourquoi disproportionnée ? Parce que si on ne ressent pas où est l'autre, si on est dissocié, on ne ressent pas où est l'autre. Donc on a tous une puissance de vivre, d'agir, le conatus de Spinoza, tout ce que vous voulez. Et c'est bien d'avoir de la force et de la puissance, ça sert. Sauf que si vous ne ressentez pas l'autre, vous ne savez pas où il est. Donc votre force, elle va être mal ajustée. Elle ne va être pas juste. Il n'y a pas de justesse, et il n'y aura pas de justice. Ah, vous écrasez une fourmi. Vous ne l'avez pas vue ? Vous n'étiez pas à sa place ? On s'en fout, c'est une fourmi. Ça, c'est de la violence, parce que vous avez utilisé de la force mal ajustée pour cet organisme qui était trop petit. Mais bon, vous n'êtes pas mis à sa place, tant pis. Voilà, c'est un exemple simple. On en écrase beaucoup des insectes. Enfin, moi, j'essaye de moins en moins, parce que ça me touche. Je suis spécialiste des fourmis, c'est pour ça que je parle des fourmis. J'ai fait ma thèse là-dessus, et j'en ai tué des fourmis. D'ailleurs, j'ai dédié ma thèse pour les fourmis, toutes les fourmis mortes à cause de la science. Petite parenthèse. Donc en fait, la violence, c'est une force non ajustée. Mais alors pourquoi on ne ressent pas ? Parce qu'il n'y a pas de considération. On est dissocié, on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. On n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre parce qu'on n'arrive pas à voir en nous où on en est. Et donc, vient un phénomène là, si on prend au niveau social, c'est que on peut aussi... Donc ça, c'est une question individuelle, hein, le trauma, la violence, etc. Ce que je vous ai dit là. Mais on peut le voir au niveau social. C'est-à-dire que l'entre-soi, nous, on a cette capacité, les humains, de créer de l'entre-soi au détriment des autres. On a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de la confiance, qui favorise on est bien entre soi. C'est l'hormone du clan, de la défense du clan. Et donc, de créer un ennemi à l'extérieur. C'est l'hormone de l'allaitement, de la confiance, du lien social. C'est une hormone qui favorise le comportement de défense envers les extérieurs, les ennemis. Donc on a ce paradoxe, nous les humains, que quand on renforce le clan, on peut favoriser, si le phénomène est trop fort, de petit à petit, tout ce qui est à l'extérieur de la membrane d'appartenance, on va le déshumaniser. On a cette tendance-là. On peut faire l'inverse aussi, et c'est ça l'apprentissage de la paix. Donc le risque, c'est de convertir les sujets en objets. De convertir des fourmis, juste en petits insectes, c'est pas grave. Quand on convertit des sujets en objets, c'est le début de la barbarie. La barbarie, c'est juste ça. C'est que des autres cultures, on les considère juste comme des objets. On s'en fout, on peut les massacrer après, les enfermer, les gazer, tout ce que vous voulez, on s'en fout, puisque ce sont des objets, et ça n'allume plus nos capacités incroyables d'empathie qu'on a, qui sont naturelles. Donc la première barbarie, il y a deux barbaries, disait Edgar Morin. La première, c'est la séparation, c'est ce que je viens de vous dire, convertir les autres en objets par la discrimination, par les limites, on va dire. Je trouve pas mes mots. Et la deuxième, c'est de convertir tout le monde en chiffres. C'est de la barbarie en col blanc. Quand tout est management et les humains deviennent des chiffres, on déshumanise. On convertit les gens en processus et en objets. Barbarie. Et donc le problème,
C'est comme on est tous traumatisés. Pourquoi? Parce qu'on a eu des siècles et des siècles de guerres de religion, de guerres mondiales, de guerres de décolonisation, etc. Ben, on est tous traumatisés. Aujourd'hui, on hérite des casseroles de nos ancêtres. Et vous savez, d'ailleurs, une anecdote, une souris, quand on la traumatise, on traumatise une génération de souris, maintenant ça a été montré par l'épigénétique, ça rentre dans l'ADN sous forme de méthylation de l'ADN, et le trauma est transmis à 2 générations. La sensibilité au trauma est transmise par l'ADN. Si vous traumatisez 2 générations de souris, ça reste 7 générations dans l'ADN. Donc imaginez toutes nos générations de traumatisés ici en Europe. Depuis combien de siècles il y a eu des vols, des viols, des meurtres, des pillages, de tout ça, tous ces massacres, ces génocides, c'est encore là dans nos mémoires. Et on a un énorme boulot de détraumatisation. C'est ça notre principal job aujourd'hui, c'est de détraumatiser. Et le problème, c'est qu'étant traumatisés, nous, on forme des gens en plus traumatisés, donc les ingénieurs, ou les économistes, les business schools, les machins choses. Et donc, ils fabriquent des sites Céveso, des centrales nucléaires, des choses complètement folles. Il faut être complètement traumatisé et dissocié pour fabriquer une centrale nucléaire. Et le pire, c'est qu'après, pour vivre à côté, il faut apprendre à se dissocier et à se traumatiser. Quelqu'un de sensible et de sensé ne peut pas vivre sainement à côté de ces objets, à côté de ce monde traumatogène. Et on perpétue le trauma et la violence dont on a hérité en Europe, et on l'étend au monde entier. On est en train de traumatiser par la violence, à cause de nos traumas et de nos violences, le monde entier. Et donc on flotte. Les Kogi en Colombie, moi je suis à moitié colombien, et il y a 3 ans, j'ai recommencé à reprendre le lien avec mes racines, et on est allé voir les Indiens là-bas, et ils disent: en fait, vous, les petits frères, parce qu'ils nous appellent les hermanos menor, les petits frères, les blancs, vous faites n'importe quoi. Et vous flottez. Vous êtes dénombrilés de la terre-mère. Vous n'avez plus le lien, ils appellent ça ombligado, vous êtes plus nombrilés à la terre-mère. Et vous flottez, c'est en gros dissocié, vous foutez n'importe quoi, et vous êtes violent parce que vous ne vous rendez pas compte. Votre puissance, elle est violente pour les autres, pour les êtres sensibles. Et là, je voulais vous amener une autre grille de lecture, en plus du suricate, c'est celle des 2 axes de la violence. Moi, j'ai passé ma vie à essayer d'enfermer un monstre mythologique qui est la loi du plus fort. J'ai horreur de ça, la compétition. Et avec nos livres, l'entraide, etc., on a plusieurs livres, j'essaye de cerner ce truc-là. En fait, c'est un gros bullshit, c'est une grosse connerie, la loi du plus fort. Il n'y a pas qu'une loi dans la jungle. Il y a aussi l'entraide, la coopération, l'altruisme. Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Mais en fait, la vie, l'évolution depuis 3,8 milliards d'années, qu'il y a de la vie, les premières bactéries, ben la vie, c'est pas un paysage de compétition avec des petites poches de coopération comme on a appris à l'école, qu'on appelle civilisation. Pas du tout. La vie, c'est exactement l'inverse. C'est un paysage de coopération où il y a eu de la symbiose, de l'altruisme, de l'empathie, de la réciprocité. Tout ça existe dans la nature, des mutualismes, avec des petites poches de compétition. Parce que oui, la compétition existe dans la vie, mais elle est hyper cadrée. Parce que la compétition, c'est une force de dissociation. Ça détruit les organismes et ça détruit les sociétés. Et si la nature ne le cadre pas, c'est mort. Imaginez les premières bactéries il y a 3,8 milliards d'années. Elles sont là, elles arrivent sur Terre, elles naissent. Ah, c'est trop bien la Terre. Ah ouais, il n'y a qu'une loi dans la jungle. Eh ben, venez, on s'entretue tous. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de vie. En vrai, s'il n'y avait qu'une loi dans la jungle, il n'y aurait pas eu de vie. Évidemment que le principal principe du vivant, la principale loi du vivant, c'est l'entraide, c'est la coopération. C'est évident, c'est ça qui amène l'innovation et l'évolution. Et donc la compétition, c'est la première violence. On peut l'appeler la violence horizontale. Quand tous les individus se mettent en compétition, quand on se sent en insécurité, quand notre suricate, il n'est pas en cadre de sécurité, il y a 2 stratégies. Soit vous êtes violent, vous voulez agresser, tout pour moi, je suis tout seul, je vais m'en sortir que si j'agresse.
Et l'autre stratégie, c'est on va s'en sortir ensemble. Donc vous avez déjà l'axe gauche-droite qui se dessine, qui est un axe politique. On est tous ensemble dans le même bateau, c'est la gauche, c'est la coopération. Et à droite, chacun sa merde. C'est une autre stratégie du vivant. Et chacun pour soi. L'axe gauche-droite. Mais il n'explique pas tout. La violence horizontale, elle est là, entre les individus et entre les groupes et les cultures. C'est ça qui explique les guerres, d'accord ? Seulement, parfois, certains sont plus forts que d'autres et tapent plus fort que donc les dissociés, hein, les violents. Ils tapent plus fort, ils arrivent à accaparer des richesses. Et pour maintenir leur domination, ils vont créer des structures hiérarchiques pyramidales, des structures de domination pour persévérer et maintenir leur domination. Et ça, c'est de la violence verticale. Les hiérarchies pyramidales, la stratification sociale, les inégalités, c'est de la violence structurelle, verticale. À l'école, on apprend la violence horizontale, la compétition, comme disait Olivier Amand. On met des chiffres sur des élèves, c'est ultra violent, disait Albert Jacquard. C'est insupportable de classer les élèves. Et à l'école, on apprend la soumission à l'autorité. Tais-toi, c'est l'obéissance. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Mais les bactéries et les champignons doivent se foutre de notre gueule. En vrai, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et donc, on apprend la soumission à l'autorité. On apprend la violence verticale et la violence horizontale à l'école. Pas que, hein, ça change, évidemment. Là, je suis rapide, je suis caricatural. Et on apprend la coupure. Et structurellement, en fait, on apprend aux enfants à transformer le monde des sujets en objets. On apprend la violence, on apprend la coupure. Qu'est-ce que c'est dans cet axe vertical ? Donc, il y a en haut, on va dire, je mets en haut pour une fois, d'habitude je le mets en bas. Il y a le mode d'organisation hiérarchique pyramidale, c'est-à-dire les dominations. C'est-à-dire que considérer l'autre comme un sujet pas autonome, hétéronome. Il est dépendant. Et ça fait des sociétés basées sur le droit, avec des sujets peu responsables. Versus des sociétés plus horizontales, qui ont choisi la coopération, la robustesse, l'intelligence collective, avec des individus responsables, autonomes. C'est des sociétés basées sur l'autonomie et pas le droit. Les Amérindiens fonctionnent comme ça. Nous, on fonctionne avec la violence verticale. On considère que tout le monde est un peu con et il faut des dominants et des règles strictes et obéir au chef. Eh bien, vous avez 4 cadrans qui designent un peu la vie politique. Et c'est quoi ce cadran de l'axe de la violence horizontale et de la violence verticale ? Si on le met ensemble, ça fait quoi ? Ça fait le fascisme, l'autoritarisme. On est en plein dedans. On est dans une réaction thermodynamique. C'est marrant qu'Olivier Amand parle de thermodynamique, parce que je suis aussi là-dedans, c'est trop cool. Et en fait, c'est une pente glissante. C'est hyper dur de revenir, quand on a choisi la voie de la violence, de revenir à la paix. L'axe de la paix, de la coopération, et l'axe de l'horizontalité, de l'intelligence collective. C'est un effort constant. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Combien de temps il me reste ? 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on reconvertit tous les objets en sujets. C'est ça, et réenchanter le monde. C'est pas juste tous les humains. C'est aussi tous les arbres. Si les arbres, c'est des planches de bois, bah, c'est des objets, on peut les massacrer, on peut les tuer, on peut les vendre, on s'en fout. Si un arbre, c'est un être vivant, on commence à avoir avec lui de la réciprocité, de l'empathie, les ruisseaux, les montagnes et la terre-mère, Gaïa. Si on nous dit, à la naissance, ouais, voilà, tout ça, c'est la nature. La nature, c'est un concept. Aujourd'hui, on dit le vivant. Bon, c'est aussi un concept. C'est un peu mieux, mais si on te dit, depuis tout petit, c'est la terre-mère, mais c'est ta maman. Comment tu veux la tuer, la massacrer, la vendre, la découper, la manger ? C'est hyper choquant pour les Amérindiens qui sont dans cette conception du monde. Ça bouleverse notre empathie, notre sensibilité. C'est pas possible. Oui, ça change tout. C'est ça, réenchanter le monde, c'est convertir tout en sujet pour déclencher notre propension naturelle à la sensibilité, à l'empathie. C'est ça notre job. Et donc, retisser du lien avec soi-même, notre intériorité, nous détraumatiser
Et c'est un job individuel, une quête de conscience de soi. On ne pourra pas pas faire l'économie de ça. C'est une quête collective, réapprendre une culture de l'entraide. Donc c'est culture politique, quoi. Collective, oui, c'est une culture de la coopération, en fait. Alors il y a plein de choses qui existent, mais j'ai pas le temps de développer. Et tout, il y a plein d'exemples ici aujourd'hui, c'est trop bien. Et puis c'est un truc systémique aussi. Je suis désolé, mais à un moment, il va falloir démanteler ces grandes stratifications sociales. C'est pas possible autrement. On peut pas vivre dans un monde si violent. Donc il va falloir démanteler la méga machine. Ou attendre qu'elle s'effondre, mais elle va faire des dégâts. Donc notre job, c'est d'étendre nos membranes d'appartenance. C'est bien l'entre-soi et on a besoin de verre à condition qu'elles ne soient pas étanches et qu'on pousse toujours, le geste, c'est de pousser à ouvrir les membranes, mais pas à les détruire. Sinon, on se sent en insécurité. Le libéralisme a juste ouvert toutes les membranes, toutes les frontières, et a mis tout le monde en PLS parce qu'il n'a pas posé un cadre de sécurité. Donc aujourd'hui, on est tous là, individualistes, et des systèmes de domination qui sont des attaques massives sur les liens. On est tous tout seuls. Le libéralisme a ouvert toutes les frontières, a dit « ouais, c'est la grosse teuf, chacun pour soi ». Et en fait, on a tous peur. Nos suricates, ils sont dans le rouge, dans le bleu. Donc le premier réflexe, la première membrane qu'on apprend à l'école, c'est le drapeau français. Hop, nationalisme. Plus vous libéralisez tout, mécaniquement, plus les gens vont voter Rassemblement national. C'est juste mécanique. On a besoin d'une membrane d'appartenance. Là, on choisit la plus maladroite. Mais notre job, c'est de refaire des membranes de sécurité, des cadres de sécurité à petite échelle, à moyenne échelle, et d'ouvrir nos cœurs de plus en plus et nos membranes d'appartenance, pour pas qu'il y ait de pathologie de la membrane. Et donc, si on voit contre le cadran de la violence, si on revient dans ce cadran de la paix, la coopération et les sociétés horizontales, eh ben on obtient les modes d'organisation des peuples premiers. Dans nos cultures, ça s'appelle l'anarchisme, qui n'est pas du tout le chaos. L'anarchisme, c'est une branche du socialisme qui est l'organisation en fédération autogérée, de communes autogérées, avec de l'entraide, etc., etc. Je vais vous faire un cours de philosophie politique. Mais plus loin encore, ce sont les principes du vivant. C'est tout. La vie finit par sélectionner les principes robustes, comme disait Olivier Hamon. Celui qui choisit la violence choisit le court terme. Il gagne à court terme, il perd à long terme. Il ne sera pas sélectionné par l'évolution. Celui qui choisit le long terme, les principes du vivant, la coopération, la paix, c'est beaucoup plus dur, c'est complexe, il faut de la sensibilité, il faut du temps, il faut du soin, il faut qu'on se refasse des cadres de sécurité et ça mettra du temps. Donc on va perdre à court terme, on risque de perdre contre les violents et les psychopathes au pouvoir. Mais la seule solution, c'est de s'entraider et de défendre nos cadres de sécurité pour cultiver la robustesse, la résilience, la résistance et le long terme. On peut mourir, ça va être risqué, ça va être difficile, mais c'est le seul choix de vie, pas que de survie, de vie à long terme. Et là, on a déjà les guides du principe du vivant, de l'anarchisme ou des peuples premiers. Je finirai juste. L'éco-guide disait qu'on est dénombrilé et que notre job aujourd'hui, c'est de nous renombriler. Comment on fait ? Bon, c'est toute une histoire. Alors moi, je leur ai demandé aux chamans, comment on fait pour régénérer le vivant ? Ils sont super bons, eux. Hein. Ils parlent aux plantes, aux écosystèmes, et en quelques années, en 2-3 ans, ça fleurit. Mais comment on fait ? Nous, on a détruit nos forêts. Alors je leur demandais des conseils pour régénérer le vivant. Super à la mode, régénérer le vivant. Ils me regardent, me fait... La nature, elle n'a pas besoin de vous. Elle n'a pas besoin de nous. Elle nous attend. Elle attend qu'on se reconnecte. Retournez chez vous. Ah, j'ai l'émotion qui remonte. La reconnexion au corps, c'est un boulot. Hein. Je travaille avec ma psy. J'accueille l'émotion. Merci. Retournez chez vous et faites des maisons de la paix.
Faites des maisons de la paix. C'est tout. On vous attend et reconnectez-vous et la nature, elle viendra après. Elle fera le job toute seule. Merci de votre attention.